Imaginez un instant. Vous avez travaillé dur, sacrifié des années pour atteindre le sommet, mais tout s'effondre soudainement. Et si je vous disais que ce n'est pas la persévérance ni le talent qui vous manquent, mais simplement la façon dont vous pensez? Vous êtes prêt à découvrir le secret des plus grands succès? Restez avec moi. Un jour, alors que j'observais la pluie tomber dans un petit coin de Paris, je suis tombé sur une scène qui m'a marqué. Une scène qui, en un instant, m'a fait réfléchir profondément à la nature du succès et à ce qui nous sépare vraiment des autres. Imaginez cela. Une goutte de pluie, tombant du ciel, s'abat sur un petit insecte. Un moustique, léger comme une plume. Vous vous dites qu'est-ce qu'une simple goutte d'eau pourrait bien faire face à ce petit être? Eh bien, vous seriez étonné. Ce petit moustique, malgré le poids impressionnant de cette goutte, 50 fois plus lourd que lui, parvient non seulement à survivre, mais à s'en sortir indemne. Comment est-ce possible? Il ne s'agit pas de force physique ni de chance. C'est une question de pensée, une pensée d'adaptation. Ce moustique, avant même que la goutte ne touche son corps fragile, a déjà anticipé le danger. Il ajuste instantanément sa position, utilise l'élan de la goutte pour se propulser et se sortir du piège. Il ne se bat pas contre le flot de l'eau, il l'utilise à son avantage, comme un levier. Cela vous semble-t-il absurde? Et pourtant, ce mécanisme de survie s'applique à bien plus que les moustiques. Il s'applique à vous, à moi, à tous ceux qui souhaitent réussir dans un monde où tout change en permanence. Cette idée de réagir rapidement, de s'ajuster aux nouvelles circonstances, est au cœur même de la réussite. En fait, elle est essentielle dans notre vie professionnelle et personnelle. Si vous ne vous adaptez pas à l'environnement qui vous entoure, vous serez tout simplement balayé par le flot des événements. Je suis sûr que vous avez déjà vu ces personnes qui semblent toujours réagir de manière proactive face aux défis, toujours prêtes à pivoter lorsqu'une situation ne fonctionne pas comme prévu. Ce ne sont pas forcément les plus forts, ni les plus intelligents, mais ceux qui savent s'adapter. Tout comme Darwin l'a expliqué dans sa théorie de l'évolution, les espèces qui survivent ne sont pas les plus grandes ou les plus intelligentes, mais celles qui réagissent le plus vite au changement de leur environnement. C'est une vérité indéniable. Prenez un instant pour réfléchir. Dans vos propres expériences, avez-vous déjà été pris au piège de l'immobilisme? Avez-vous déjà résisté au changement, pensant que tout resterait comme avant, jusqu'à ce que tout s'effondre autour de vous? Et si, au lieu de cela, vous aviez agi rapidement, ajusté votre stratégie, avez-vous imaginé la différence que cela aurait pu faire? La clé de tout cela, c'est une capacité à s'adapter rapidement, à ajuster nos actions en fonction des nouveaux contextes et non à maintenir des méthodes anciennes qui ne fonctionnent plus. Il ne suffit pas de connaître un domaine, il faut aussi savoir comment évoluer à l'intérieur de celui-ci. Que vous soyez un entrepreneur, un salarié ou même une personne dans votre vie personnelle, cette capacité à changer de direction, à adopter une nouvelle approche, est ce qui fait toute la différence. Prenez par exemple les géants de l'industrie technologique en France. Ils n'ont pas attendu que l'évolution technologique les dépasse. Non, ils ont anticipé le changement. Que ce soit Dassault Systèmes ou Atos, ces entreprises ont fait un pari sur l'innovation, ont modifié leur vision, leur approche commerciale et technologique pour répondre à un monde en constante évolution. Ceux qui restent figés dans leurs anciennes méthodes se retrouvent toujours à la traîne, voyant les autres les dépasser. Nous vivons dans une époque où les bouleversements sont quotidiens. Les marchés changent, les technologies évoluent à une vitesse vertigineuse et les attentes des consommateurs ne cessent de se transformer. Pour réussir aujourd'hui, il faut non seulement être intelligent, mais aussi savoir quand et comment réagir. Le monde n'attend pas. Les opportunités s'échappent rapidement si l'on ne saisit pas le moment. Alors, vous êtes-vous déjà demandé si vous êtes prêt à vous adapter ou si vous allez simplement regarder le train passer? Avant de continuer, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous venez de lire. Est-ce que cela vous parle? Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous auriez dû changer de direction plus tôt? Si vous êtes curieux de savoir ce qui suit,
et que vous souhaitez en apprendre davantage sur la manière de cultiver cette pensée d'adaptation pour réussir dans ce monde qui ne cesse de changer, abonnez-vous à la chaîne. Cela me permet de continuer à créer du contenu inspirant et utile pour vous. Et ensemble, nous pourrons découvrir encore plus de stratégies gagnantes. Maintenant, une petite question pour vous. Pensez-vous que la clé du succès réside dans la rapidité d'adaptation ou dans la persévérance dans une direction fixe? A. La rapidité d'adaptation est essentielle. B. La persévérance dans une direction fixe est la clé. Laissez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. J'ai hâte de voir ce que vous en pensez. L'appel à l'action et la question de réflexion permettent non seulement d'inciter à l'interaction, mais également d'intégrer une dynamique de réflexion personnelle. Cela crée une connexion plus profonde avec l'audience et les invite à s'engager activement, tout en renforçant le message central sur l'importance de l'adaptabilité dans la réussite personnelle et professionnelle. Il y a un moment dans chaque vie où la prise de décision devient une question de vie ou de mort, ou du moins de direction. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec un vieil ami, un homme brillant, qui était l'un des plus grands stratèges financiers que j'ai jamais rencontrés. Il m'a dit quelque chose qui m'a frappé, et qui depuis ce jour n'a cessé de résonner dans ma tête. Tout est une question de probabilité. En regardant dans ses yeux, je pouvais voir la profondeur de sa conviction. Les décisions que nous prenons, qu'elles soient petites ou grandes, reposent toutes sur une évaluation de ce qui pourrait arriver, de ce qui a de fortes chances d'arriver et de ce qui est peu probable. Chaque mouvement dans ce monde, chaque entreprise, chaque investissement peut être réduit à une simple question de probabilité. Cela m'a poussé à réfléchir plus profondément à la manière dont nous prenons des décisions. Combien d'entre nous sont capables de regarder un problème sous cet angle, de prendre un moment pour évaluer toutes les probabilités et non de se laisser guider par nos émotions ou nos désirs immédiats? La vérité est que, tout comme mon ami l'a souligné, prendre des décisions éclairées n'est pas toujours intuitif. Nous agissons souvent par impulsion, par envie, par pression sociale, sans vraiment comprendre les conséquences de nos actions. Prenez par exemple un instant pour considérer la célèbre histoire d'Abraham Wald, un mathématicien brillant pendant la Seconde Guerre mondiale. L'histoire qu'il a vécue est la preuve vivante de l'importance de la pensée probabiliste. À l'époque, les Alliés cherchaient à renforcer la protection des avions militaires qui revenaient des missions. Ceux qui étaient chargés de cette tâche proposaient d'ajouter des renforts là où les avions avaient été le plus souvent endommagés par des tirs ennemis, là où les trous de balles étaient les plus visibles. Cependant, Wald, avec son esprit analytique, n'était pas d'accord. Il a suggéré une approche totalement différente, renforcer les parties des avions qui étaient relativement intactes. Pourquoi? Parce que ceux qui avaient été touchés dans des zones sensibles, comme les moteurs, ne revenaient pas. Les avions qui avaient des trous dans les ailes, les fuselages ou d'autres zones moins critiques rentraient toujours à la base. En d'autres termes, les dégâts visibles n'étaient pas là où le véritable danger résidait. La probabilité de survie n'était pas simplement liée à l'étendue des dommages visibles, mais à leur emplacement stratégique. Ce raisonnement simple, mais profond, a sauvé des milliers de vies et a permis aux Alliés de réagir avec plus d'efficacité dans un contexte de guerre. Cette histoire de Wald ne parle pas seulement de statistiques et de calculs. Elle montre une vérité essentielle sur la façon dont nous devrions aborder nos choix. Trop souvent, nous nous concentrons sur des éléments visibles et évidents, sans chercher à comprendre ce qui nous échappe, ce qui n'est pas immédiatement apparent. Dans le monde des affaires, par exemple, combien de décisions échouent parce que nous nous concentrons sur les choses évidentes? Nous investissons dans des entreprises qui semblent prospères. Nous nous engageons dans des projets qui semblent prometteurs sans nous demander quels sont les vrais risques, les probabilités cachées derrière tout cela. La clé du succès réside dans la capacité à voir au-delà de l'évidence, à anticiper ce qui pourrait réellement se passer et à se préparer pour l'imprévu. Lorsque je pense à cette notion de probabilité, je suis également frappé
par la manière dont les grands investisseurs et entrepreneurs abordent les risques. Ils ne prennent pas de décisions au hasard, ni même sur la base de leur instinct seul. Non, leur approche repose sur une évaluation minutieuse des probabilités. Prenons Warren Buffett, par exemple. Chaque investissement qu'il fait est une décision calculée. Buffett ne choisit pas une entreprise parce qu'elle est à la mode, ni parce qu'elle semble prometteuse à court terme. Au contraire, il choisit des entreprises en se basant sur leur potentiel à long terme et sur des éléments qu'il juge avoir une forte probabilité de succès sur de nombreuses années. Il parle souvent de l'importance de ne pas se laisser emporter par les tendances à court terme, de se concentrer sur ce qui est durable et fiable. C'est exactement la même chose dans notre propre vie. Combien de fois avons-nous pris des décisions impulsives, guidées par la peur de manquer quelque chose ou par une promesse de gain rapide sans vraiment évaluer les risques à long terme? La pensée probabiliste nous invite à considérer toutes les variables. Si vous êtes entrepreneur, vous devez analyser votre marché, mais aussi l'état de l'économie, la psychologie des consommateurs, les tendances émergentes et même les possibles crises mondiales. C'est un travail de visionnaire, de stratège, où l'on doit évaluer les probabilités de différents résultats et choisir la voie qui offre le plus de chances de succès. Mais ce n'est pas tout. Une autre dimension de la pensée probabiliste est la capacité à accepter l'incertitude et à faire des choix en fonction des risques calculés. Lorsque j'ai commencé à travailler dans le secteur de l'investissement, j'ai été frappé par un principe simple mais puissant que l'un de mes mentors m'a appris. Ne vous battez jamais contre la probabilité. Il m'a expliqué que chaque décision que nous prenons doit être fondée sur des données, mais aussi sur une intuition éclairée, affinée par l'expérience. Le monde des affaires est complexe, et parfois la probabilité de succès ou d'échec ne peut pas être mesurée simplement par des chiffres. C'est une question d'équilibre. C'est une question d'être prêt à prendre des risques calculés, mais aussi d'apprendre à renoncer lorsque la probabilité d'un mauvais résultat est trop élevée. Cette capacité à naviguer dans un océan d'incertitude et à faire des choix en fonction des probabilités, plutôt qu'aux seules apparences, est ce qui distingue les grands leaders des autres. En réfléchissant à tout cela, je me demande souvent combien d'entre nous avons la capacité de réfléchir de cette manière, de penser en termes de probabilité. De combien de décisions erronées serions-nous débarrassés si nous commencions à voir les choses sous cet angle? La probabilité n'est pas qu'un outil pour les investisseurs ou les mathématiciens. Elle est un principe universel. Elle nous aide à comprendre la réalité du monde et à prendre des décisions qui nous rapprochent de la réussite plutôt que de la perte. C'est un appel à changer la manière dont nous voyons nos choix, à devenir plus conscients, plus calculés. Dans chaque aspect de notre vie, la probabilité peut nous guider, à condition d'apprendre à la reconnaître et à l'appliquer. L'histoire d'Abraham Wald est un modèle de la puissance de cette pensée. Elle nous montre que les grandes décisions ne viennent pas toujours de l'anticipation des événements évidents, mais de la capacité à percevoir ce qui est caché et de réagir en conséquence. La probabilité, en tant qu'outil de réflexion, nous invite à voir au-delà des apparences et à faire des choix qui maximisent nos chances de succès. Maintenant, je vous pose une question. Avez-vous déjà pris des décisions sur la base de ce que vous voyez à la surface, sans chercher à comprendre ce qui se cachait vraiment dessous? Pensez-vous que nous sous-estimons l'importance de la pensée probabiliste dans nos vies? Je me souviens encore de ma première rencontre avec un jeune homme, un ingénieur brillant et ambitieux, que j'ai rencontré lors d'une conférence sur l'innovation à Paris. Il m'a raconté une histoire qui m'a profondément marqué. Une histoire sur l'art de faire plus avec moins, une histoire qui a changé ma façon de penser à l'efficacité. C'était une histoire qui ne parlait pas seulement de travail acharné, mais aussi de créativité, de levier, de l'art de maximiser les ressources disponibles. Il m'a parlé d'une situation à la Bibliothèque nationale de Londres, un lieu d'histoire et de savoir. La bibliothèque devait transférer plus de 13 millions de livres d'un bâtiment à un autre.
Un défi logistique titanesque. Imaginez-vous l'ampleur de la tâche. Comment gérer un tel volume de travail sans se ruiner en frais de transport et en embauche de main-d'œuvre supplémentaire? Au lieu de simplement chercher des solutions traditionnelles pour déplacer les livres, un employé a eu une idée révolutionnaire. Pourquoi ne pas ouvrir la bibliothèque au public en invitant les citoyens à rendre leurs livres dans la nouvelle bibliothèque gratuitement? Et c'est ainsi que le transfert de livres a été accompli de manière presque miraculeuse, à un coût dérisoire par rapport à ce qui était initialement prévu. Ce jeune ingénieur, en me racontant cette histoire, m'a montré à quel point l'innovation pouvait émerger des situations les plus ordinaires. Il ne s'agissait pas de travailler plus dur, ni d'ajouter des ressources pour accomplir une tâche, mais d'exploiter intelligemment celles qui étaient déjà disponibles. C'est le principe du levier. Dans la vie, nous nous retrouvons souvent à jongler avec des ressources limitées, qu'il s'agisse de temps, d'argent, d'énergie ou de soutien. Ce qui détermine souvent notre succès n'est pas la quantité de ressources dont nous disposons, mais notre capacité à les utiliser de manière optimale. Je me souviens d'une autre anecdote qui m'a également profondément frappé, racontée par un entrepreneur que j'ai rencontré à un séminaire à Bordeaux. Il était le fondateur d'une start-up qui avait réussi à se faire un nom dans un secteur très compétitif. Mais ce qui m'a le plus étonné dans son récit, c'était la façon dont il avait utilisé le levier pour propulser son entreprise à un niveau où beaucoup d'autres échouaient. Au lieu d'essayer de concurrencer les grands géants de l'industrie sur le même terrain de jeu, il avait utilisé une ressource qu'il négligeait, une relation étroite avec ses clients. Plutôt que de dépenser une fortune en publicité et en marketing, il a investi son temps à établir des connexions personnelles avec ses premiers clients, en leur offrant une expérience unique. Grâce à ces relations, il a pu faire croître son entreprise de manière organique, sans les énormes dépenses que ses concurrents avaient engagées. Le principe du levier ne réside donc pas seulement dans l'utilisation des ressources matérielles et financières, mais dans l'art de trouver des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Dans cet exemple, l'entrepreneur a compris que la véritable richesse ne réside pas toujours dans ce que l'on possède, mais dans la manière dont on utilise ce que l'on a. Il a choisi de maximiser l'impact de ses efforts en utilisant ce qu'il appelait les petites choses, une relation humaine authentique, un service client impeccable et une capacité à surprendre et à ravir ses clients. Ce sont ces petites choses qui ont constitué un levier puissant, permettant à son entreprise de prospérer dans un environnement où d'autres avaient échoué. J'ai souvent réfléchi à cette idée du levier dans ma propre vie. Quand j'étais plus jeune, je pensais que le succès venait uniquement de la force brute, du travail acharné, du sacrifice personnel. Plus je travaillais, plus j'espérais que les résultats suivraient. Mais à un moment donné, j'ai commencé à réaliser que l'intelligence et la stratégie étaient aussi importantes que l'effort. À un certain point, il devient évident que vous pouvez travailler jour et nuit, mais si vous ne savez pas comment exploiter le potentiel autour de vous, tout cela devient un combat sans fin. En revanche, ceux qui réussissent sont souvent ceux qui ont appris à travailler plus intelligemment, pas plus dur. Et ce travailler plus intelligemment passe par l'utilisation du levier. Je me souviens d'une période difficile où j'essayais de gérer un projet ambitieux avec des ressources limitées. Je me sentais accablé par la tâche, coincé dans un cycle de travail sans fin, mais je n'arrivais pas à sortir de ce cercle vicieux. Puis un mentor m'a posé une question simple, mais percutante. Qu'est-ce que tu as, ici et maintenant, que tu peux utiliser comme levier? Ce fut un moment clé dans mon parcours. Ce n'était pas une question sur la quantité de ressources dont je disposais, mais sur la manière dont je pouvais utiliser ce que j'avais déjà à ma disposition pour créer un impact. Le levier peut prendre de nombreuses formes. Parfois, c'est l'innovation dans la manière de travailler avec une équipe. D'autres fois, c'est la technologie, ou même une idée simple mais brillante qui permet de résoudre un problème autrement insurmontable. J'ai appris que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent ne réside pas dans la quantité de ressources,
mais dans la manière dont on utilise ces ressources. Ceux qui réussissent trouvent toujours des moyens de maximiser l'impact de chaque petite chose qu'ils possèdent. Ce concept du levier m'a accompagné à chaque étape de ma vie. Au fur et à mesure que mes projets se sont complexifiés, j'ai dû apprendre à déclencher des leviers encore plus puissants. Que ce soit en réutilisant des idées, en collaborant avec des personnes qui apportent des compétences complémentaires, ou même en tirant parti des échecs passés, chaque expérience devient un levier à exploiter pour aller plus loin. Il ne s'agit pas de simplement accumuler des ressources. Il s'agit de créer des mécanismes qui permettent à ces ressources de travailler pour vous de façon exponentielle. Cela m'a aussi amené à réfléchir à la façon dont nous voyons l'échec. Dans le cadre de l'utilisation du levier, l'échec n'est pas un obstacle, mais une opportunité. Un échec bien compris devient une ressource en soi, un levier pour ajuster notre approche et la rendre plus forte. Chaque erreur est une occasion de trouver un levier différent pour avancer. Ce qui rend un projet ou une entreprise véritablement puissant, c'est la capacité à exploiter les erreurs et les défis comme des leviers d'amélioration. À travers toutes ces expériences, j'ai compris qu'utiliser un levier, c'est transformer des situations apparemment ordinaires ou des obstacles en opportunités d'élever son niveau de jeu. Ce qui semblait être un défi insurmontable devient alors un tremplin vers un plus grand succès, une victoire inattendue dans un monde de plus en plus compétitif. Quand vous pensez à vos propres objectifs et à la manière dont vous allez les atteindre, demandez-vous, quel levier puis-je utiliser ici et maintenant pour aller plus loin? La réponse pourrait bien changer toute votre approche et avec elle, votre avenir. Je me souviens encore de ma première rencontre avec un jeune homme, un ingénieur brillant et ambitieux, que j'ai rencontré lors d'une conférence sur l'innovation à Paris. Il m'a raconté une histoire qui m'a profondément marqué, une histoire sur l'art de faire plus avec moins, une histoire qui a changé ma façon de penser à l'efficacité. C'était une histoire qui ne parlait pas seulement de travail acharné, mais aussi de créativité, de levier, de l'art de maximiser les ressources disponibles. Il m'a parlé d'une situation à la Bibliothèque nationale de Londres, un lieu d'histoire et de savoir. La bibliothèque devait transférer plus de 13 millions de livres d'un bâtiment à un autre, un défi logistique titanesque. Imaginez-vous l'ampleur de la tâche. Comment gérer un tel volume de travail sans se ruiner en frais de transport et en embauche de main-d'œuvre supplémentaire? Au lieu de simplement chercher des solutions traditionnelles pour déplacer les livres, un employé a eu une idée révolutionnaire. Pourquoi ne pas ouvrir la bibliothèque au public en invitant les citoyens à rendre leurs livres dans la nouvelle bibliothèque gratuitement? Et c'est ainsi que le transfert de livres a été accompli de manière presque miraculeuse, à un coût dérisoire par rapport à ce qui était initialement prévu. Ce jeune ingénieur, en me racontant cette histoire, m'a montré à quel point l'innovation pouvait émerger des situations les plus ordinaires. Il ne s'agissait pas de travailler plus dur, ni d'ajouter des ressources pour accomplir une tâche, mais d'exploiter intelligemment celles qui étaient déjà disponibles. C'est le principe du levier. Dans la vie, nous nous retrouvons souvent à jongler avec des ressources limitées, qu'il s'agisse de temps, d'argent, d'énergie ou de soutien. Ce qui détermine souvent notre succès n'est pas la quantité de ressources dont nous disposons, mais notre capacité à les utiliser de manière optimale. Je me souviens d'une autre anecdote qui m'a également profondément frappé, racontée par un entrepreneur que j'ai rencontré à un séminaire à Bordeaux. Il était le fondateur d'une start-up qui avait réussi à se faire un nom dans un secteur très compétitif. Mais ce qui m'a le plus étonné dans son récit, c'était la façon dont il avait utilisé le levier pour propulser son entreprise à un niveau où beaucoup d'autres échouaient. Au lieu d'essayer de concurrencer les grands géants de l'industrie sur le même terrain de jeu, il avait utilisé une ressource qu'il négligeait, une relation étroite avec ses clients. Plutôt que de dépenser une fortune en publicité et en marketing, il a investi son temps
à établir des connexions personnelles avec ses premiers clients, en leur offrant une expérience unique. Grâce à ces relations, il a pu faire croître son entreprise de manière organique sans les énormes dépenses que ses concurrents avaient engagées. Le principe du levier ne réside donc pas seulement dans l'utilisation des ressources matérielles et financières, mais dans l'art de trouver des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Dans cet exemple, l'entrepreneur a compris que la véritable richesse ne réside pas toujours dans ce que l'on possède, mais dans la manière dont on utilise ce que l'on a. Il a choisi de maximiser l'impact de ses efforts en utilisant ce qu'il appelait les petites choses: une relation humaine authentique, un service client impeccable et une capacité à surprendre et à ravir ses clients. Ce sont ces petites choses qui ont constitué un levier puissant, permettant à son entreprise de prospérer dans un environnement où d'autres avaient échoué. J'ai souvent réfléchi à cette idée du levier dans ma propre vie. Quand j'étais plus jeune, je pensais que le succès venait uniquement de la force brute, du travail acharné, du sacrifice personnel. Plus je travaillais, plus j'espérais que les résultats suivraient. Mais à un moment donné, j'ai commencé à réaliser que l'intelligence et la stratégie étaient aussi importantes que l'effort. À un certain point, il devient évident que vous pouvez travailler jour et nuit. Mais si vous ne savez pas comment exploiter le potentiel autour de vous, tout cela devient un combat sans fin. En revanche, ceux qui réussissent sont souvent qui ont appris à travailler plus intelligemment, pas plus dur. Et ce travailler plus intelligemment passe par l'utilisation du levier. Je me souviens d'une période difficile où j'essayais de gérer un projet ambitieux avec des ressources limitées. Je me sentais accablé par la tâche, coincé dans un cycle de travail sans fin, mais je n'arrivais pas à sortir de ce cercle vicieux. Puis un mentor m'a posé une question simple mais percutante. Qu'est-ce que tu as ici et maintenant que tu peux utiliser comme levier? Ce fut un moment clé dans mon parcours. Ce n'était pas une question sur la quantité de ressources dont je disposais, mais sur la manière dont je pouvais utiliser ce que j'avais déjà à ma disposition pour créer un impact. Le levier peut prendre de nombreuses formes. Parfois, c'est l'innovation dans la manière de travailler avec une équipe. D'autres fois, c'est la technologie ou même une idée simple mais brillante qui permet de résoudre un problème autrement insurmontable. J'ai appris que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent ne réside pas dans la quantité de ressources, mais dans la manière dont on utilise ces ressources. Ceux qui réussissent trouvent toujours des moyens de maximiser l'impact de chaque petite chose qu'ils possèdent. Ce concept du levier m'a accompagné à chaque étape de ma vie. Au fur et à mesure que mes projets se sont complexifiés, j'ai dû apprendre à déclencher des leviers encore plus puissants. Que ce soit en réutilisant des idées, en collaborant avec des personnes qui apportent des compétences complémentaires, ou même en tirant parti des échecs passés, chaque expérience devient un levier à exploiter pour aller plus loin. Il ne s'agit pas de simplement accumuler des ressources, il s'agit de créer des mécanismes qui permettent à ces ressources de travailler pour vous de façon exponentielle. Cela m'a aussi amené à réfléchir à la façon dont nous voyons l'échec. Dans le cadre de l'utilisation du levier, l'échec n'est pas un obstacle, mais une opportunité. Un échec bien compris devient une ressource en soi, un levier pour ajuster notre approche et la rendre plus forte. Chaque erreur est une occasion de trouver un levier différent pour avancer. Ce qui rend un projet ou une entreprise véritablement puissant, c'est la capacité à exploiter les erreurs et les défis comme des leviers d'amélioration. À travers toutes ces expériences, j'ai compris qu'utiliser un levier, c'est transformer des situations apparemment ordinaires ou des obstacles en opportunités d'élever son niveau de jeu. Ce qui semblait être un défi insurmontable devient alors un tremplin vers un plus grand succès, une victoire inattendue dans un monde de plus en plus compétitif. Quand vous pensez à vos propres objectifs et à la manière dont vous allez les atteindre, demandez-vous: quel levier puis-je utiliser ici et maintenant pour aller plus loin? La réponse pourrait bien changer toute votre approche, et avec elle, votre avenir.
Il y a quelques années, alors que je traversais une période de doute dans ma carrière, un vieil ami, un mentor, m'a dit quelque chose qui a complètement changé ma manière de penser. Il m'a dit: la plupart des gens échouent non pas parce qu'ils manquent de talent ou de ressources, mais parce qu'ils manquent de vision. Ils ne voient que l'instant présent, alors que les vrais leaders voient à long terme. À ce moment-là, ces mots ne m'ont pas frappé de la manière dont ils me frappent aujourd'hui. À l'époque, je pensais que travailler dur était suffisant pour réussir. Mais il m'a appris quelque chose d'essentiel: la capacité à penser à long terme, à se projeter dans l'avenir, est ce qui distingue ceux qui réussissent durablement de ceux qui connaissent un succès éphémère. Je me souviens de la première fois où j'ai réellement compris la profondeur de cette idée. C'était lors d'une rencontre avec un investisseur que je respectais beaucoup. Il m'a raconté comment, au début de sa carrière, il avait investi dans des entreprises qui, à première vue, n'étaient pas particulièrement prometteuses. Mais ce qui l'avait attiré, c'était leur potentiel à long terme. Il ne cherchait pas à réaliser un bénéfice rapide. Au contraire, il investissait dans des entreprises qui, selon lui, avaient la capacité de croître sur plusieurs décennies. Je pense toujours à ce qu'elles deviendront dans 20 ans, pas dans les 2 prochaines années, m'a-t-il confié. À ce moment-là, cela m'a paru être une stratégie risquée, mais en réfléchissant bien, j'ai compris que la pensée à long terme ne consiste pas simplement à attendre passivement. Elle consiste à faire des choix stratégiques qui vous préparent à un avenir plus grand. Je pense souvent à la manière dont Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, a construit son empire. Il est connu pour avoir pris des décisions qui, au départ, semblaient être des paris risqués. Mais, au lieu de rechercher des gains immédiats, il a placé son argent, son temps et son énergie dans des projets à long terme. Il a décidé, par exemple, de ne pas se concentrer sur la rentabilité immédiate d'Amazon, mais plutôt de réinvestir dans l'entreprise pour en faire le géant qu'elle est aujourd'hui. Je me souviens de l'histoire de sa vision pour Amazon Web Services, AWS. Beaucoup de gens se sont moqués de lui lorsqu'il a décidé d'investir massivement dans l'infrastructure du cloud, un secteur que personne ne considérait comme rentable à court terme. Mais Bezos a vu plus loin. Il savait que l'avenir de l'informatique se trouvait dans le cloud, et il a construit cette infrastructure en pensant à l'avenir, à ce que l'économie numérique deviendrait dans 10, 20, voire 30 ans. Ce pari, qui semblait risqué à l'époque, a complètement transformé l'industrie de l'informatique et a permis à Amazon de s'imposer comme un leader mondial. J'ai aussi été frappé par les réflexions de Warren Buffett, le légendaire investisseur, qui a toujours insisté sur l'importance de penser à long terme. Il a expliqué que la clé pour investir intelligemment était de choisir des entreprises que vous seriez prêt à posséder pendant des décennies. Cette approche, qui semblait tellement différente de l'agitation de la bourse, m'a fait réfléchir profondément. Il ne s'agit pas simplement d'acheter et de vendre en fonction des fluctuations du marché, mais de choisir des entreprises dont le modèle économique est solide et durable. Cette stratégie demande une patience incroyable, un engagement à long terme et surtout une vision claire de ce que l'avenir pourrait être. J'ai pris conscience que, dans ma propre vie, je faisais souvent l'erreur de me concentrer sur les résultats immédiats. Combien de fois ai-je pris des décisions en pensant que l'essentiel était d'obtenir des résultats rapidement, sans me soucier des implications à long terme? Peut-être était-ce la pression de la société qui valorise les succès rapides et visibles. Ou peut-être étais-je simplement influencé par l'instant, pris dans un tourbillon de tâches quotidiennes et de décisions immédiates. Mais, à mesure que j'ai mûri et que j'ai appris de ceux qui ont réellement réussi, j'ai compris que la vision à long terme était la clé. Un autre exemple qui m'a marqué a été ma rencontre avec Masayoshi Son, le fondateur de SoftBank. Il m'a parlé de sa vision pour l'avenir de la technologie, en particulier en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Son a expliqué qu'il investissait dans des technologies et des entreprises avec l'idée qu'elles pourraient transformer le monde dans les 20 ou 30 prochaines années. Il m'a dit: « Lorsque j'investis, je ne me préoccupe pas de la rentabilité immédiate. Je me concentre sur le potentiel de transformation à long terme. »
Ce genre de pensée peut sembler difficile à comprendre, mais je me suis rendu compte qu'elle est la clé pour bâtir un avenir solide. L'innovation et les grandes entreprises ne se construisent pas en réagissant aux tendances actuelles, mais en anticipant ce que sera le monde dans plusieurs décennies. Je vois la même approche chez Elon Musk, l'homme derrière Tesla et SpaceX. Alors que beaucoup se concentraient sur l'automobile traditionnelle ou sur des entreprises qui généraient des profits immédiats, Musk pensait déjà à coloniser Mars et à électrifier le monde. La création de Tesla n'était pas simplement une réponse aux tendances actuelles du marché, mais une vision de ce que pourrait être un avenir durable dans lequel les véhicules électriques joueraient un rôle crucial. Il n'a pas été guidé par l'immédiateté, mais par un futur possible, un avenir où l'impact de son travail serait ressenti bien après sa disparition. Réfléchir à long terme ne signifie pas ignorer le présent. Bien au contraire, cela implique d'agir avec une intention, une conscience de l'impact de chaque décision sur le futur. Il s'agit de prendre des actions dans le présent qui prépareront le terrain pour des réalisations durables et significatives. Si vous ne planifiez pas pour l'avenir, vous serez toujours pris au piège dans les exigences immédiates, sans jamais avoir une vision claire de ce que vous voulez réellement accomplir. Il y a une citation de Victor Hugo qui résume parfaitement cette idée. L'avenir appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Croire en l'avenir, investir dans cet avenir, c'est ce qui sépare les visionnaires des rêveurs. Ce n'est pas une question de chance, mais de persévérance et de vision. En fin de compte, la pensée à long terme, cette capacité à voir au-delà du présent, est la fondation sur laquelle vous pouvez construire des réussites durables. C'est en cultivant cette capacité à regarder l'avenir, à comprendre les tendances émergentes et à investir dans ce qui viendra, que vous deviendrez celui qui façonne ce futur au lieu de celui qui le subit. C'est une leçon que j'ai apprise de ceux qui ont réussi. Il ne suffit pas de se concentrer sur ce qui est devant nous. Parfois, il faut lever la tête, regarder au loin et comprendre que chaque petite action aujourd'hui est une graine plantée pour demain. En rétrospective, tout ce que nous avons appris jusqu'à présent nous montre que la clé de la réussite réside non seulement dans les décisions que nous prenons, mais dans la manière dont nous abordons ces décisions. La réflexion, la stratégie et l'adaptabilité sont des atouts indispensables pour naviguer dans un monde en perpétuel mouvement. Mais il est un élément souvent négligé dans notre quête du succès, la compréhension profonde de notre point de départ. Ce n'est pas seulement une question de ce que nous voulons accomplir, mais de ce que nous avons à notre disposition dès le départ. Avant de courir vers un objectif, avant de vouloir conquérir de nouveaux sommets, il est essentiel de se poser la question suivante. Où en suis-je vraiment? Quelles sont mes ressources, mes forces et mes faiblesses? Combien de fois avons-nous sauté à pieds joints dans un projet sans prendre le temps de réfléchir à ce que nous pouvions réellement accomplir avec ce que nous avions en main? Trop souvent, nous nous perdons dans la poursuite de la perfection ou dans une vision idéalisée du succès, sans comprendre que chaque grand projet commence par une évaluation honnête de notre point de départ. En prenant le temps de comprendre nos ressources, nos limitations, et d'analyser honnêtement notre situation actuelle, nous pouvons réorienter nos efforts de manière beaucoup plus efficace. La réussite ne réside pas dans l'accumulation de ressources infinies, mais dans la capacité à utiliser intelligemment ce que nous avons déjà. Cette approche stratégique nous permet de faire des choix plus éclairés, de prendre des décisions plus réfléchies et de minimiser les erreurs coûteuses. Comme l'ont montré les grands entrepreneurs et investisseurs, c'est souvent cette capacité à réfléchir à long terme, à comprendre les dynamiques en jeu et à évaluer réalistement les ressources à notre disposition qui fait toute la différence. Ainsi, dans votre propre vie, que vous soyez en début de carrière, en plein développement de votre entreprise ou même dans une phase de changement personnel, commencez par cette évaluation fondamentale. Prenez un moment pour faire une analyse honnête de votre situation actuelle.
Quelles sont vos forces et vos faiblesses? Quelles ressources possédez-vous et comment pouvez-vous les utiliser au mieux? En posant ces bases solides, vous pourrez bâtir une stratégie plus réaliste, plus durable et plus efficace. Le véritable enseignement ici, c'est que réussir ne consiste pas à courir après des objectifs inaccessibles. Il s'agit d'apprendre à naviguer dans le monde avec une connaissance claire de soi-même, de ses capacités et de ses limitations. En agissant avec cette conscience, nous pouvons adapter notre trajectoire de manière stratégique et voir des résultats durables. Le chemin vers la réussite est rarement linéaire, mais ceux qui réussissent sont souvent ceux qui comprennent où ils partent et ajustent leur parcours en fonction des ressources disponibles. Leçon à tirer. Commencez toujours par comprendre où vous en êtes, quelles ressources vous avez à votre disposition et comment vous pouvez les utiliser au mieux. Cela vous permettra de prendre des décisions plus éclairées et de bâtir des bases solides pour réussir à long terme. Ne sous-estimez jamais l'importance d'une évaluation honnête de votre point de départ. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Quel est, selon vous, le point de départ le plus important pour réussir dans la vie? Une vision claire de l'avenir ou une évaluation réaliste de l'ici et maintenant? Laissez vos réponses dans les commentaires ci-dessous. J'ai hâte de découvrir vos réflexions et d'en discuter avec vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu inspirant. Et si vous souhaitez soutenir ce projet, un petit don serait grandement apprécié pour m'aider à continuer à créer du contenu de qualité. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour la prochaine vidéo.